Il y a un jour que vous ne connaissez probablement pas, un dimanche soir d'août, le 15 août 1971, pour être précis. Ce jour-là, un président américain a pris une décision qui a changé l'argent pour toujours et 50 ans plus tard, vous en payez encore le prix. Ce soir-là, Richard Nixon est apparu à la télévision. 9 minutes de discours, 9 minutes qui ont effacé 3000 ans d'histoire monétaire. 3000 ans pendant lesquels l'argent avait toujours été lié à quelque chose de réel. De l'or, de l'argent, des métaux précieux. Cette nuit-là, ce lien a été rompu. Et voici ce qui s'est passé depuis, le coût de la vie multiplié par 7. Votre épargne, elle perd de la valeur chaque année, les prix de l'immobilier, devenu inaccessible, ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe de ce qui s'est passé en 1971. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, saviez-vous ce qui s'était passé en 1971? Et surtout, pensez-vous que cela affecte encore votre vie aujourd'hui? Je veux voir si cette histoire a traversé les générations, mais pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut d'abord revenir en arrière, bien avant 1971. Pendant des millénaires, l'argent a toujours été quelque chose de tangible. Une pièce d'or romaine, un ducat vénitien, un louis d'or français. Peu importait le royaume ou l'empire, l'argent avait une valeur intrinsèque. L'or et l'argent étaient universellement acceptés parce qu'ils étaient rares, durables et reconnus partout. Quand vous possédiez de l'or, vous possédiez de la richesse réelle, pas une promesse, pas un papier, de la richesse physique mesurable qui ne pouvait pas être créée d'un simple trait de plume. Puis sont arrivés les billets. Au départ, c'était simplement pratique. Porter de l'or est lourd et risqué. Les banques ont donc commencé à émettre des reçus, des papiers qui représentaient l'or que vous aviez déposé sur chaque billet, une promesse payable en or sur demande. Le principe était simple, pour chaque billet émis, il y avait de l'or dans un coffre quelque part. Si vous vouliez votre or, vous pouviez l'échanger. Le papier n'était qu'un intermédiaire, la vraie valeur restait l'or. Ce système a fonctionné pendant des siècles. Les nations commerçaient entre elles en or. Quand la France vendait du vin à l'Angleterre, les Anglais payaient en or. Quand l'Espagne importait des tissus, elle exportait de l'argent métal. Les monnaies nationales pouvaient fluctuer, mais derrière chacune, il y avait toujours cette encre, les métaux précieux. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. En 1944, à Bretton Woods, les nations victorieuses se sont réunies pour reconstruire le système monétaire mondial. Les États-Unis détenaient alors 2 tiers de l'or mondial. Ils ont proposé un marché. Le dollar américain serait lié alors à un taux fixe, 35 dollars pour une once d'or, et toutes les autres monnaies seraient liées au dollar. C'était le système de Bretton Woods. Le dollar était as good as gold, aussi bon que l'or, parce que techniquement, tout dollar pouvait être échangé contre de l'or. Les banques centrales étrangères pouvaient à tout moment demander aux États-Unis de convertir leur dollar en or physique. C'était la règle, c'était la garantie. Et pour prouver leur engagement, les États-Unis stockaient des milliers de tonnes d'or à Fort Knox. Le message était clair, nous avons l'or, le dollar est solide, faites-nous confiance. Pendant 25 ans, ce système a tenu, mais il y avait un problème. Les États-Unis ont commencé à imprimer plus de dollars qu'ils n'avaient d'or pour les garantir, beaucoup plus. La guerre du Vietnam coûtait des milliards. Les programmes sociaux de Lyndon Johnson, la Great Society, ajoutaient des milliards de plus. Pour tout financer, le gouvernement américain a fait ce que tous les gouvernements font quand ils dépensent trop. Ils ont créé de l'argent, mais il y avait un problème mathématique. En 1971, il y avait environ 50 milliards de dollars en circulation détenus par des gouvernements étrangers, mais les États-Unis n'avaient que 10 milliards de dollars d'or dans leurs réserves. Le ratio était de 5 pour 1. Pour chaque once d'or, il existait 5 fois plus de dollars que prévu. Certains pays ont commencé à comprendre. En 1965, le président français Charles de Gaulle a fait quelque chose d'audacieux. Il a demandé à convertir 150 millions de dollars en or et les États-Unis ont dû payer. Ils ont expédié l'or à Paris. Physiquement, d'autres nations ont suivi. L'Allemagne, la Suisse, le Japon, tous ont commencé à demander leur or. Chaque mois, des tonnes d'or quittaient Fort Knox. Les réserves américaines fondaient. Entre 1960 et 1971, les États-Unis ont perdu la moitié de leur or. Si cette tendance continuait, dans quelques années, les coffres seraient vides. Le système de Bretton Woods était sur le point de s'effondrer. Richard Nixon faisait face à un choix impossible. Soit il arrêtait les dépenses, ce qui signifiait mettre fin à la guerre et couper les programmes sociaux. Politiquement suicidaire, soit il augmentait massivement les impôts, tout aussi impopulaire, soit il changeait les règles du jeu. Le week-end du 13 août 1971, Nixon a convoqué ses conseillers économiques à Camp David, réunion secrète, aucune fuite. Pendant 2 jours, ils ont débattu et ils ont pris une décision qui allait changer le monde. Le dimanche soir 15 août 1971, à 21 h, Nixon est apparu à la télévision.
Bonsoir, a-t-il commencé. Je m'adresse à vous ce soir sur un sujet qui affecte directement la vie de tous les Américains. Il a parlé d'inflation, de spéculation internationale, d'attaque contre le dollar, puis il a dit les mots qui ont tout changé. J'ai demandé au secrétaire Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. Temporairement. C'est le mot qu'il a utilisé, temporairement. Plus de 50 ans plus tard, cette suspension est toujours en place. Le temporaire est devenu permanent. Ce que Nixon a fait cette nuit-là, c'est fermer la fenêtre de l'or, pour toujours. À partir de ce moment, le dollar n'était plus lié à rien de tangible. Il n'était plus soutenu par de l'or, il n'était soutenu que par une promesse, la confiance, la foi en le gouvernement américain. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le système monétaire mondial entier reposait sur une monnaie fiduciaire. Le mot fiduciaire vient du latin fiducia qui signifie confiance. L'argent n'était plus de l'or. L'argent était devenu une idée, une convention, une croyance collective. Les réactions internationales ont été immédiates. Certains ont appelé cela le choc Nixon, d'autres ont parlé de trahison. Les marchés ont plongé dans la confusion, mais la machine était lancée. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui s'est passé ensuite est sans précédent, parce que quand l'argent n'est plus lié à quelque chose de réel, quand il peut être créé à volonté, tout change. La première conséquence, l'inflation. Presque immédiatement, les prix ont commencé à grimper. En 1973, l'inflation était à 6%. En 1974, 11%. En 1980, elle atteignait 14%. Le coût de la vie explosait. Les crises pétrolières des années 1970 ont été amplifiées par ce nouveau système. Quand le dollar perdait de la valeur, le pétrole coûtait plus cher en dollars, un cercle vicieux. Mais voici ce qui est encore plus révélateur. Regardez ce graphique. Avant 1971, les salaires et la productivité augmentaient ensemble. Si l'économie produisait plus, les travailleurs gagnaient plus. Après 1971, les courbes se séparent, la productivité continue d'augmenter, mais les salaires réels stagnent. En 1971, un seul salaire suffisait pour acheter une maison, élever une famille, épargner pour la retraite. Aujourd'hui, il faut souvent 2 salaires juste pour maintenir le même niveau de vie. Ce n'est pas parce que les gens travaillent moins, c'est parce que l'argent vaut moins. Deuxième conséquence majeure, la dette. Quand vous pouvez créer de l'argent à volonté, vous pouvez aussi emprunter à volonté. En 1971, la dette publique américaine était de 400 milliards de dollars. Aujourd'hui, plus de 34 000 milliards, une multiplication par 85. Chaque crise, chaque récession, chaque problème économique a été résolu de la même manière, imprimer plus d'argent. En 2008, crise financière, on imprime. En 2020, pandémie, on imprime. Inflation en 2022, on imprime encore pour amortir les conséquences. Troisième conséquence, l'explosion des actifs. Regardez les prix de l'immobilier. En 1971, une maison coûtait en moyenne 2 fois le revenu annuel d'un ménage. Aujourd'hui, 6 à 8 fois. Pourquoi ? Parce que quand l'argent perd de la valeur, les gens le convertissent en actifs, immobilier, actions, or. Tout ce qui ne peut pas être imprimé prend de la valeur, mais il y a un piège. Qui possède ces actifs ? Principalement les riches. Les 10% les plus riches possèdent 70% des actifs. Donc quand les prix des actifs explosent, qui s'enrichit ? Ceux qui possédaient déjà. Les inégalités se creusent mécaniquement. Et qui est perdant dans ce système ? Ceux qui épargnent en monnaie. Si vous gardez votre argent en euros, en dollars, sur un compte bancaire, il perd de la valeur chaque année. L'inflation est une taxe invisible sur l'épargne, une taxe que personne n'a votée mais que tout le monde paie. Le système de 1971 a créé 2 classes économiques, ceux qui possèdent des actifs, qui s'enrichissent, et ceux qui travaillent pour de l'argent, qui s'appauvrissent relativement. Ce n'est pas du complotisme, ce sont des mathématiques, et ce n'est pas qu'un problème américain. Après 1971, toutes les monnaies mondiales sont devenues flottantes. Plus d'or, plus d'ancrage. Chaque pays peut maintenant créer autant d'argent qu'il le souhaite. Et devinez quoi ? Ils le font tous. Alors, pourquoi est-ce que cela vous concerne en 2026 ? Parce que vous vivez toujours dans le système créé en 1971. Chaque jour, quand vous voyez les prix augmenter au supermarché, ce n'est pas parce que la nourriture est plus rare, c'est parce que votre argent vaut moins. Quand vous ne pouvez pas acheter de maison malgré un bon salaire, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas assez. C'est parce que l'argent créé artificiellement a fait exploser les prix. Depuis 2020, les banques centrales du monde entier ont créé plus d'argent qu'au cours des 50 années précédentes combinées. Réfléchissez à ça, plus en 3 ans qu'en un demi-siècle. Et où va cet argent en premier ? Pas vers vous. Il va d'abord vers les banques, les grandes entreprises, les investisseurs institutionnels. Eux achètent des actifs avant que les prix n'augmentent. Quand l'argent arrive enfin à vous, sous forme de salaire ou de prestations, les prix ont déjà grimpé. Vous êtes toujours le dernier à recevoir l'argent nouveau, mais le premier à subir ses conséquences. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, du nom de l'économiste français Richard Cantillon qui l'a décrit au XVIIIe siècle. Quand de l'argent nouveau entre dans le système, il ne se distribue pas équitablement, il enrichit ceux qui le reçoivent en premier et appauvrit ceux qui le
le reçoivent en dernier. En 1971, cet effet est devenu permanent. Alors, que faire? D'abord, comprendre le jeu. Dans un système où l'argent perd de la valeur, épargner en monnaie est une stratégie perdante. Il faut convertir votre argent en quelque chose qui ne peut pas être imprimé. Immobilier, actions de bonnes entreprises, métaux précieux, des actifs réels. Regardez ce graphique. Depuis 1971, l'inflation a divisé le pouvoir d'achat par 7, mais les actifs réels ont suivi, voire dépassé cette inflation. Ceux qui possédèrent des actifs ont protégé leur richesse. Ceux qui gardèrent de l'argent liquide ont vu leur épargne fondre. Ce n'est pas un conseil pour devenir riche rapidement, c'est une question de survie économique dans un système monétaire conçu pour dévaluer ce que vous possédez. Comprendre 1971, c'est comprendre pourquoi l'immobilier est si cher, pourquoi épargner ne suffit plus, pourquoi vos parents pouvaient s'en sortir plus facilement avec moins. Certains cherchent des alternatives. L'or connaît un regain. Les crypto-monnaies sont nées en partie comme réaction à ce système. Bitcoin, créé en 2009, a un nombre limité de pièces, exactement 21 millions, jamais plus. C'est l'anti-1971. On peut débattre de sa valeur, mais on ne peut pas débattre de sa rareté programmée. Le 15 août 1971, un dimanche soir, Richard Nixon a changé les règles de l'argent. Il pensait que c'était temporaire, il pensait peut-être sauver le système, mais ce qu'il a créé, c'est un monde où l'argent n'est plus ancré dans la réalité physique. Un monde où la richesse se mesure en actifs, pas en monnaie. Un monde où comprendre ces mécanismes fait la différence entre prospérer et stagner. 50 ans plus tard, nous vivons toujours avec les conséquences de cette décision. L'inflation structurelle, l'explosion de la dette, les inégalités croissantes, la course aux actifs. Ce ne sont pas des bugs du système, c'est le système lui-même fonctionnant exactement comme il a été conçu après 1971. La prochaine fois que vous tenez un billet dans vos mains, rappelez-vous, ce n'est plus de l'argent réel. C'est une promesse, une convention, une croyance collective. Sa valeur ne repose que sur la confiance que nous lui accordons. Et cette confiance, mesurée en pouvoir d'achat, s'érode chaque année depuis 1971. Nos parents et grands-parents ont vécu dans un monde monétaire différent. Un monde où un seul salaire suffisait, où épargner fonctionnait, où une maison coûtait 2 ans de revenus. Ce monde n'existe plus. Il a disparu un dimanche soir d'août 1971. Et comprendre cela, c'est comprendre pourquoi nos défis économiques sont si différents des leurs. Alors, où va-t-on maintenant? Le système actuel est-il soutenable indéfiniment? Peut-on créer de l'argent éternellement sans conséquence? L'histoire suggère que non. Chaque empire qui a dévalué sa monnaie a fini par s'effondrer. Rome, la Chine des Ming, la France de la Révolution, l'Allemagne de Weimar, tous ont cru pouvoir imprimer leur chemin vers la prospérité, tous ont échoué. Mais vous, maintenant, vous savez que 1971 a tout changé, vous savez pourquoi l'argent se comporte comme il le fait, vous savez que le jeu a changé et que pour gagner dans ce nouveau jeu, il faut comprendre ses règles. Dites-moi en commentaire, après avoir appris cela, allez-vous changer quelque chose dans votre rapport à l'argent? Avez-vous déjà converti une partie de votre épargne en actifs? Partagez votre stratégie, je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Cette histoire devrait être enseignée à l'école, mais elle ne l'est pas. Alors, aidons-nous mutuellement à comprendre le système dans lequel nous vivons. Abonnez-vous pour plus de vérités financières que personne ne vous raconte. La prochaine vidéo va encore plus loin. Nous allons parler des 3 lois économiques vieilles de 300 ans qui décident encore aujourd'hui qui s'enrichit et qui reste pauvre. L'argent a des règles, apprenez-les.